Une guerre civile, c'est un phénomène structurant, c'est un phénomène qui n'a pas de marche arrière. À titre personnel, j'y crois pas. Mais à vous entendre, on dirait quand même que vous le regrettez un peu. J'entends un petit peu. Ah non, pas du tout. C'est peut-être une intuition psychologique déplacée que j'ai, mais en tout cas, je l'ai. Et en tout cas, je l'ai souvent constaté. Je pense qu'il y a, je dirais, deux pôles qui parlent de guerre civile, qui en parlent déjà, avant de même savoir s'ils la désirent ou s'ils la réprouvent ou s'ils entendent la conjurer. Ils en parlent. Bien sûr. Et je note qu'ils utilisent donc un signifiant commun. Et c'est toujours très important dans le débat politique et dans l'espace public de savoir qui utilise les mêmes mots. Parce que beaucoup de clivages politiques ou de positionnements politiques se dessinent, se configurent par rapport aux signifiants qu'on utilise. Donc il y a deux pôles. Il y a le pouvoir, il y a l'ordre. Les gens qui sont les dirigeants. Ceux qui ont tout intérêt à la pérennité du pouvoir, qui serait leur propre pérennité, et comme tout pouvoir, qui veut tout simplement persister dans leur être de dominant. Et ceux-là, à chaque fois qu'une contestation émerge, ils font miroiter, ou ils font comme ça, ils profilent la possibilité d'une guerre civile. C'est-à-dire que toute forme de contestation va mettre sur le compte de la guerre civile, ce qui est quand même une espèce de torsion des faits tout à fait incroyable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prise de la Bastille le 14 juillet, c'est quoi? C'est une guerre civile et en tant que telle, elle est réprouvable ou elle est répréhensible. Toute forme d'insurrection sera donc mise sur le compte de la guerre civile. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors, les Gilets jaunes, c'était de la guerre civile aussi? Ou est-ce que c'était une juste contestation de gens qui en avaient marre d'un certain nombre de trucs et qui étaient insatisfaits? Effectivement, le pouvoir a toujours intérêt à disqualifier toute forme de contestation et à dire que ces gens-là veulent le chaos. On reviendra sur les insoumis, je crois, un peu plus tard. C'est à peu près la stratégie de disqualification vis-à-vis des insoumis qui est utilisée par le pouvoir, à savoir, ils veulent absolument foutre la merde, ils veulent le chaos, etc. Ce qui permet finalement d'assourdir ce que peut être le propos des insoumis, ou d'ailleurs de toute forme de contestation, notamment à gauche. Ça, c'est donc les premiers. Et puis les seconds qui utilisent beaucoup ce terme de guerre civile pour, encore une fois, soit alerter que peut-être nous allons vers la guerre civile, ou au contraire émettre le désir qu'il serait bon d'y aller une bonne fois pour toutes. C'est plutôt un pôle, je dirais, de droite radicale, ou de droite très autoritaire, ou d'extrême droite, comme on veut. Et alors là, effectivement, ce qu'ils entendent, eux, par guerre civile, quand ils disent que le pays est au bord de la guerre civile, on voit très très bien ce qu'ils veulent dire quand on a un petit peu la troisième oreille, c'est qu'ils parlent d'une guerre interethnique. Ils ne parlent pas d'autre chose. C'est bien de ça qu'ils parlent, c'est bien pour ça qu'il y a à propos de faits divers comme celui de Crépol, qui est tout de suite extrapolé et hystérisé comme une espèce de matrice possible de guerre civile entre blancs et arabes, entre petits blancs et arabes, puisqu'il s'agit évidemment de ça. Quand je dis guerre interethnique, c'est quand même de cette guerre-là qu'il s'agit. Et donc là, effectivement, c'est là qu'il y a une ambiguïté. C'est pour ça que je disais que j'entendais quand même un désir sourd, peut-être inconscient d'ailleurs, dans votre propos, à savoir que c'est une chose qui était apparue, d'ailleurs, vous vous souvenez, dans cette espèce de groupe WhatsApp qui avait été intercepté peut-être par Mediapart ou par quelque autre organe de presse, je ne sais plus, entre flics, il y a 5 ou 6 ans. Et on voyait, ils discutaient entre eux, c'était des flics un peu fachos, disons les choses, quoi. Hein. Ils avaient fait leur groupe entre eux pour pouvoir peut-être Il y avait des listes de personnalités? Ah non, c'était des flics anonymes, mais qui avaient été un peu pris la main dans le sac, quoi, malgré eux, quoi, par interception, plus ou moins légale. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est des méthodes journalistiques reluisantes, mais enfin, en tout cas, on a vu cette documentation-là, et on voyait qu'il y avait un désir de guerre civile de leur part, très clairement. Et que la guerre civile leur permettrait d'avoir une espèce d'autorisation légale, en quelque sorte, d'aller casser de l'arabe, une bonne fois pour toutes. Parce que pour l'instant, ils en cassent de temps en temps, quand même. Il faut y aller quand même. C'est des choses qui sont un peu factuelles. Mais il s'agirait d'y aller une bonne fois pour toutes et qu'on ait les coups des franches et que l'État, en décrétant la guerre civile, pourrait se donner un arsenal d'exceptions. Il y a déjà beaucoup d'exceptions maintenant dans le droit. L'exception est devenue la règle, comme on sait depuis quelques années, grâce ou à cause du terrorisme. On ne sait jamais si c'est un effet d'aubaine ou pas, le terrorisme pour le pouvoir. En tout cas, c'est en partie un effet d'aubaine. Et là, oui, je crois qu'il y a un désir de guerre civile, qu'il y a un désir de guerre interethnique pour pouvoir acter définitivement quoi? À savoir que, décidément, les Arabes ne sont pas intégrables. Disons-le aussi crûment que ça serait dit par les intéressés. Les Arabes ne sont pas intégrables. De toute façon, le multiculturalisme, c'est la multiconflictualité. Et de toute façon, tout ça, c'est guerrier, ça va mal finir. Donc voilà, on entend à la fois de la peur et du désir. D'ailleurs, on sait bien qu'en psychologie, la peur et le désir, ça se touche. Et en l'occurrence, on a vraiment affaire à ça. Donc, il y a des gens qui veulent la guerre civile. Et je pense que l'histoire du port d'armes, de ce point de vue-là, est intéressante, parce qu'effectivement, le port d'armes citoyen, entendons-nous bien là-dessus, il faut faire un distinguo, mais très net. Je vois d'ailleurs, c'est très très bien dit dans la série, parce qu'à un moment ils se mettent à débattre de ça, il y a une espèce de fausse assemblée qui se constitue, et il y a quelques arguments qui sont assez intéressants, c'est plutôt bien écrit à ce moment-là. Et notamment un philosophe de gauche qui se déclare pour le port d'armes fait valoir qu'effectivement le port d'armes a pu être défendu par les révolutionnaires en 1791, mais
À l'aune de quoi? À l'aune de quelque chose qui obsédait beaucoup les révolutionnaires, qu'ils soient montagnards ou autres, mais surtout les montagnards, qui sortaient de la tyrannie. On était en train de se débarrasser de la monarchie, ce n'était pas complètement fait. Mais en tout cas, le grand ennemi, c'était le despotisme. C'est-à-dire ce que les révolutionnaires appelaient l'arbitraire de la décision étatique. C'est-à-dire que l'État, il a le monopole de tout, pas simplement de la violence légitime. Et il peut arbitrairement décréter que tel est coupable, exécuter tel ou tel. C'était de ça que les révolutionnaires voulaient se débarrasser. Au titre de quoi? Ils trouvaient important que le peuple puisse s'armer contre l'État, pas contre les Arabes. Donc on ne parle pas du même port d'armes. Soit il y a un port d'armes citoyen, et dans ce cas-là, moi je veux bien qu'on en discute. Et je trouve toujours très intéressant, d'ailleurs, que les pouvoirs, effectivement, se sont toujours empressés de vouloir désarmer. Non, mais j'ai pas dit que j'étais favorable au port d'armes. Non, mais parce qu'il y a quand même l'exemple américain. Non, mais qu'on s'entende bien. Je dis que... Parce qu'ils ont... mais comme l'argument est souvent... On est toujours en retard de 20 ans sur J'entends bien, plans. je ne suis pas du tout en train de me prononcer pour le port d'armes. Globalement, je suis radicalement contre. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends parfois, dans ceux qui le défendent, que ce pourrait être un port d'armes citoyen, au sens... Alors, n'usurpons pas les mots. Ce n'est pas un port d'armes citoyen auquel, à mon avis, vous pensez, ou auquel pensent les rares qui, effectivement, en France, se prononceraient pour le port d'armes. Ils pensent plutôt à un port d'armes qui serait un supplétif de la police. Pas quelque chose qui devrait nous prémunir de l'arbitraire de la police et de l'arbitraire de l'État. Mais quelque chose qui serait, d'ailleurs, c'est très bien dit dans la série à un moment, c'est plutôt bien écrit, à savoir... Quelqu'un dit, hélas, on ne peut pas avoir un policier derrière chaque citoyen. C'est-à-dire, on ne peut pas faire régner l'ordre, quoi. On peut pas, en gros, on n'a pas assez de policiers pour avoir un vrai État policier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer les citoyens en policiers. Et comme ça, les policiers, les citoyens devenus policiers grâce à l'autorisation d'armes, ils pourront se faire justice eux-mêmes. Et on sait bien contre qui. On sait bien contre qui, et ça apparaît. Je termine juste de deux mots. On sait bien contre qui, parce que c'est aussi un inconscient de la série qui apparaît. Je reparle de la série parce qu'encore une fois, c'est des symptômes intéressants. L'exemple qui est beaucoup pris des turiféraires du port d'armes dans la série, c'est le Bataclan, bien sûr. C'est le Bataclan. Les Arabes nous attaquent, je résume. Ah, si ce soir-là, les gens qui étaient au Bataclan avaient eu des armes, alors ils auraient pu eux-mêmes se défendre. Donc on voit bien à quoi on pense. Donc c'est pas du tout un port d'armes citoyen, c'est un port d'armes, je dirais, individualiste d'extrême droite. Premier argument